Ici, Moscou. L'Afrique, l'immense continent aux ressources humaines et naturelles richissimes, demeure l'outsider de la géopolitique mondiale. Qu'est-ce qui est nécessaire pour que ce continent occupe une place digne dans la politique et l'économie mondiale? Ce problème a été débattu à la table ronde des experts africains et européens qui s'est déroulée au récent sommet des leaders de l'Union africaine à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale. Y a participé notre auteur permanent, le politicien belge Luc Michel, administrateur général de l'organisation non gouvernementale Observation eurasienne pour la démocratie et les élections, l'un des présidents de ODE TV and Afrique Media. Luc Michel formule dans une interview accordée par téléphone de Bruxelles à Igor Yezon ses idées en vue de renforcer le rôle de l'Afrique dans la géopolitique mondiale. On pourrait sans doute les contester, mais elles ont néanmoins le droit d'exister. L'Afrique actuellement, géopolitiquement, elle n'existe pas. Elle n'existe pas dans le jeu mondial et elle n'existe même pas dans le jeu régional. Qu'est-ce que c'est pour le moment l'Afrique? C'est un pion sur les grands échiquiers. Sur le grand échiquier mondial, il n'y a que quelques joueurs. Il y a les États-Unis, il y a la Russie qui émerge de nouveau comme puissance mondiale. C'est pour ça que les Américains veulent briser cette émergence. Il y a la Chine évidemment. Il y a encore ce que j'appellerais quelques cavaliers, c'est-à-dire d'anciennes grandes puissances qui ont encore un jeu semi-autonome, la Grande-Bretagne, la France, Israël par exemple, au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar par exemple par sa puissance financière. Face à ça, il y a des pions. Qui sont les pions? La totalité, à part la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, la totalité des pays de l'Union européenne, même ceux qui ont des illusions de grandeur passée comme la Pologne ou la Roumanie, et les pays africains qui sont des pions. Il y a une recolonisation de l'Afrique qui a commencé précisément avec le printemps arabe en Afrique du Nord, avec la destruction de la Jamaïria libyenne. Il ne faut pas oublier que Kadhafi, c'est aussi le père de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on voit depuis 2011? On voit des États détruits, la Libye, le Mali, la Centrafrique qui commence à avoir les mêmes problèmes. Les problèmes arrivent maintenant au Cameroun. On voit l'installation militaire des Américains et des Français. François Hollande vient de terminer une grande tournée pour redéployer les armées françaises en Afrique. Précisons qu'il le fait sous la direction de l'Africom. Le prétexte du développement étant la guerre au terrorisme. Voilà la situation. Il faut donc maintenant se poser la question pour l'Afrique, qu'est-ce qui peut, quelle thèse, quelle vision d'avenir peuvent redonner à l'Afrique un rôle d'acteur de l'histoire et réellement la décoloniser, puisque moi je considère qu'elle n'a pas été décolonisée, qu'elle a été immédiatement recolonisée, notamment économiquement, à partir des années 60. Est-ce que, selon toi, il y a des solutions de ces problèmes? Je sais que les Africains ont demandé leur place dans le Conseil de sécurité de l'ONU, place de membre permanent. C'est solution ou non? C'est ce que j'appelle, moi, des solutions cosmétiques. Qu'est-ce que c'est cosmétique? C'est quelque chose de superficiel. C'est le grand combat du président de Guinée équatoriale, qui est le successeur panafricaniste de Kadhafi. Il a créé donc le président Obiang-Nema Bassogo. Il a créé un groupe de contact de 9 pays africains et il se bat pour qu'il y ait un siège au Conseil de sécurité. Il faudrait encore que ce siège soit doté d'un droit de veto. Moi, je pense qu'aucune des 5 autres puissances, à commencer par les Américains, ne donneront ce droit de veto. Tout ça reste dans le cadre économique de la globalisation et politique du nouvel ordre mondial. Moi, j'ai été récemment à Malabo et j'ai participé à 4 grandes tables rondes comme panafricaniste. J'étais invité comme géopoliticien pour justement que la géopolitique soit présente dans les débats et je leur ai dit tout ça n'arrivera à rien parce que vous partez de trop loin et parce que l'élan qui a été donné par Kadhafi en 1999 est un élan brisé. Le problème qui se pose au panafricanisme, c'est le même problème qui se pose à l'eurasisme dans la moitié orientale de l'Europe, c'est que ce sont des idéologies qui ont été définies il y a 3 décennies. Le panafricanisme, c'est la même chose. Il a été pris par Kadhafi à partir des années 90. Or, le problème, c'est que les grandes puissances et les Américains, eux, ne réfléchissent pas sur 20 ans en arrière, mais ils réfléchissent sur 30 ans, 50 ans, un siècle en avant. Actuellement, un grand géopoliticien
médias américains, comme George Friedman, qui est le patron de Stratfor, c'est une agence d'analyse et de renseignement privé, c'est la voix du lobby militaro-industriel. Le patron de Stratfor, George Friedman, a écrit un livre, Les 100 prochaines années. Les fameux néoconservateurs qui ressurgissent avec la radicalisation de l'impérialisme américain, l'un d'entre eux comme Kaplan, qui s'appelle Kaplan, Robert Kaplan, écrit aussi pour 30 ans, 40 ans, 50 ans. Moi, j'essaye actuellement d'apporter une autre vision, à la fois au panafricanisme et à l'eurasisme, puisque ce sont mes deux combats. C'est ce que j'appelle l'axe Eurasie-Afrique, et c'est tourné vers l'horizon 2050. Pour comprendre qu'est-ce que c'est le panafricanisme, c'est pas le seul État à l'échelle continentale, avec 54 provinces, on peut exprimer comme ça, avec seule armée, avec seul passeport et l'argent. C'est pas ça. Qu'on comprenne bien, le panafricanisme, c'est le jumeau idéologique du pan-européen. C'était la conviction de Kadhafi, c'était ma conviction à moi. Quand je parle de pan-européisme, je ne parle pas d'Union européenne. Pour moi, les gens de l'Union européenne, à cause de l'OTAN, ont trahi l'idée européenne. Ce que j'appelle le pan-européisme, c'est l'idée de la grande Europe, de Vladivostok à Reykjavik, avec probablement Moscou comme capitale. Eh bien, en Afrique existe le panafricanisme, c'est la même chose. C'est un mouvement qui vise à l'unification du continent. Dans un premier temps, une unification fédérale. Et dans un deuxième temps, la constitution d'un État unique transnational, comme vous l'avez défini, avec une liberté de circulation des personnes. Quelque chose qui ressemble à ce qu'était l'Union européenne il y a 15 ans, quand elle fonctionnait bien, avant l'élargissement à l'Est et avant que les grands États de l'Union européenne ne passent de nouveau sous un contrôle complet américain. Mais ce panafricanisme-là, il n'est pas du tout en marche. Il y a un homme qui se bat pour ça, après Kadhafi, c'est le président Biagnema Basogo. À côté de ça, il y a au sein du panafricanisme, il y a des libéraux, par exemple, les Sud-Africains. Eux ne veulent absolument pas de ça. Tout ce qui les intéresse, c'est un grand marché unique. Voilà l'état des lieux. Tout ça se fait avec une réflexion qui est tournée contre les anciennes puissances coloniales. Il y a un énorme ressentiment contre la France, par exemple, ou contre la Grande-Bretagne, alors que la Grande-Bretagne ou la France ne sont plus elles-mêmes aujourd'hui que des colonies américaines. Donc, moi je dis à tous les panafricanistes, je commence à avoir un écho très important, je leur dis, il faut penser à l'horizon 2050 et il faut penser à la constitution d'un bloc géopolitique qui soit capable de vous libérer, de nous libérer de l'impérialisme américain. Quand je dis nous, ça veut dire les Russes, les ex-soviétiques, je n'aime pas le terme d'Eurasiatique parce que ça a une connotation qui est populaire alors qu'elle est géographique, les Européens de l'Ouest. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui en Afrique, ils partagent cette vision de leur avenir? Eh bien, il y a un phénomène, et c'est là que l'européisme en Europe de l'Ouest, il est épuisé. La majorité de la jeunesse est contre l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est une escroquerie politique actuellement. Mais en Afrique, c'est l'inverse, c'est-à-dire que les masses africaines aspirent au panafricanisme. Et elles sont beaucoup plus avancées politiquement que ne le sont les dirigeants. C'est la raison de la popularité d'Obiang-Nema, par exemple. Moi-même, j'interviens sur la plus grande des chaînes panafricaines francophones, qui s'appelle Afrique Média. J'ai toutes les semaines des centaines et des centaines d'emails, de messages. Ce sont des Africains, la plupart très jeunes. Je suis très populaire parmi eux, parce que j'ai le discours panafricain le plus radical actuellement, et il y a donc une aspiration de la jeunesse du continent. À plus, c'est cette jeunesse, à condition qu'elle s'organise, parce qu'elle ne l'est pas pour le moment, c'est cette jeunesse qui va peser sur les chefs d'État africains. Le problème de l'Afrique, donc, ça va être aussi la capacité pour le mouvement panafricain de cesser d'être l'affaire de quelques leaders, de quelques grands chefs d'État, et de devenir un réel mouvement populaire. Voilà toute la question. Maintenant, le reste, il y a un combat d'idées, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris parti dans le combat d'idées, avec cet axe Eurasie-Afrique, que j'appelle aussi l'axe Moscou-Malabo-Téhéran. Peut-être Igor aurait-je quelques minutes pour expliquer comment je suis arrivé à ce contexte et ce que j'entends par là. Absolument, absolument. C'est très simple. On part du fondement de la géopolitique. Moi, Igor, je me définis comme géopoliticien
et pas géopolitologue. Un géopolitologue, c'est quelqu'un qui analyse les relations géopolitiques, les théories des autres. Un géopoliticien, c'est quelqu'un qui a une vision du monde et qui crée des concepts. C'est ce que je fais. On a mis un peu la géopolitique à toutes les sauces. On parle même de faute géopolitique à l'Eurovision. Non, la géopolitique pour moi c'est une science. Et quel est le but de cette science? C'est de faire des États viables et indépendants. La réflexion de la géopolitique, c'est ça. C'est comment assurer la puissance des États avec une notion centrale qui est la dimension, c'est la puissance, et la puissance, c'est la liberté. C'est une notion qui vient de philosophes qui ont précédé les géopolitologues. Ma réflexion est donc une réflexion sur la dimension. Comment, et sur ce qu'on appelle les blocs continentaux autocentrés, c'est-à-dire indépendants. On voit dans l'histoire de la géopolitique, qui commence dans l'Antiquité, on voit que plus les États, plus le temps passe, plus les États doivent être grands, avoir une grande dimension pour être indépendants. Le choc géopolitique classique, d'ailleurs, c'est l'empire continental à Rome contre l'empire maritime Carthage. Et les gens comme moi, nous disons que les États-Unis, c'est le nouvel empire carthaginois. À l'époque moderne, la dimension continue toujours. Qu'est-ce qui permet à la France d'être l'État qui domine l'Europe au XVIe et au XVIIe siècle? C'est que c'est l'État le plus peuplé et c'est l'État qui est le plus centralisé. C'est l'État qui va faire la guerre chez les autres, et c'est l'État qui a notamment fragmenté l'Allemagne par la politique du cardinal de Richelieu. Quand est-ce que la France cesse de dominer? Mais c'est quand Napoléon s'aventure dans la campagne de Russie, et il est face à un État russe qui est plus peuplé que l'Empire français et qui est plus étendu. À l'époque moderne, on part de la fin des années 50, c'est à ce moment-là que naissent les théories pan-européisme, panafricanisme et panarabisme. Les Arabes, par exemple, Nasser ou les bassistes syriens et irakiens, ils pensent qu'ils peuvent faire une grande nation arabe indépendante. C'est vrai en 1960, ça ne l'est déjà plus dans les années 80. Dans les années 80, on passe à ce qu'on appelle les blocs géopolitiques continentaux. C'est la théorie de Jean Thiriert avec son empire euro-soviétique qui est la base de l'eurasisme, tel que Dugin ou Zouganov ou Poutine le défendent maintenant. C'est la thèse du grand géopoliticien autrichien von Lausen qui écrit un livre Denken in Continent, penser en continent. Et c'est à l'époque l'idée des panafricanistes comme Kadhafi. Le problème, c'est que ces théories, elles ont maintenant 2 à 3 décennies. Aujourd'hui, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens qui veulent contrôler le monde, c'est-à-dire essentiellement actuellement les Chinois et surtout les Américains, eux ont une réflexion politique sur 2050, sur les 100 prochaines. À l'horizon 2050, c'est la base de ma réflexion, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une grande puissance américaine qui aura absorbé le Canada, politiciens comme Friedman en parle déjà, qui aura probablement absorbé le Mexique et peut-être l'Amérique centrale. Deuxième bloc, la Chine, qui aura dépassé les 2 milliards d'habitants. Au milieu de tout ça, où est l'Eurasie dont veut Poutine? Où est l'Union européenne? Où est la Panafrique? Nulle part. Parce que elles ne pèseront plus suffisamment. Elles ne pèseront pas suffisamment en population et elles ne pèseront pas suffisamment en économie intégrée. Donc, quelle est la base de ma réflexion? C'est que aucun des 3 seuls ne pouvant être indépendant. Ma base, c'est également que il y a une continuité des économies et de la géopolitique entre l'Afrique, la Méditerranée, la grande Europe de Vladivostok à Reykjavik et une partie du Moyen-Orient. Donc tout ça forme un bloc géopolitique autocentré parfait. Il faut en géopolitique des pivots, c'est-à-dire, et il faut des axes géostratégiques. Il ne faut pas confondre le pivot. Le pivot, c'est un pays autour duquel s'articule une construction géopolitique. Un axe, c'est une alliance géostratégique. Quelles sont les 3 capitales? Il n'y en a que 3 auxquelles, pour le moment, on peut construire une vision de ce type. C'est Moscou, évidemment, dont la construction, notamment l'Union économique eurasiatique, rivale de l'Union européenne. La deuxième capitale, c'est Malabo. La Guinée équatoriale, c'est un tout petit pays, mais très riche. Le Qatar, par exemple, qui est un tout pays, mais très riche, a un grand rôle géopolitique. Et la Guinée équatoriale aspire à ce rôle. La 3e capitale, c'est la seule puissance
avec la destruction de tous les pays arabes, la seule puissance qui reste au Moyen-Orient, c'est l'Iran. L'Iran qui est déjà en train de tisser des liens étroits avec la Russie. Donc je parle d'un axe Moscou-Malabo-Téhéran. Qu'est-ce que je dis? Si nous voulons rester libres, rester des acteurs de l'histoire, je parle des Russes, redevenir des acteurs de l'histoire, je parle des Africains et des Européens de l'Occident, eh bien, il faut le faire ensemble. Il faut de nouveau être des joueurs sur le grand échiquier et plus des pions. Ma théorie de l'axe Eurasie-Afrique, c'est quoi? C'est un pari sur l'histoire, Igor. Donc, Monsieur Luc, il faut attendre 2005 ans pour peut-être un peu voir réalisation de ces étés panafricanisme. Moi, je dis que les 10 années à venir vont être décisives. Elles vont être décisives pour le mouvement panafricain. Les années vont être décisives pour la Russie. Elles vont être décisives pour les Africains, elles vont être décisives pour les Européens de l'Union européenne, parce que si un mouvement de résistance ne s'organise pas, nous allons vraiment devenir le NATO-land. Donc, dans 10 ans, suivant l'état des résistances, suivant le degré d'avancée de la décolonisation de l'Afrique, et suivant le degré d'avancement de ce que fait la Russie pour constituer un bloc eurasiatique. Les gens qui portent actuellement le destin du monde, ils se trouvent à Pékin évidemment, ils se trouvent à Washington, mais ils se trouvent également, et on revient à ma conception, ils se trouvent à Malabo, et il se trouve à Moscou. Téhéran a un rôle moins important dedans, et là dans cet axe un rôle d'apport. Mais elle a déjà eu un rôle important, puisque sans l'Iran, la Syrie n'aurait pas tenu par exemple. La Syrie, c'était pas seulement la clé du Moyen-Orient, mais la clé du Caucase russe évidemment. C'était l'interview de Luc Michel, recueillie par notre observateur Igor Yezon.